Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir et je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous des bonnes pratiques consacré cet après-midi à la recommandation sur le répit des aidants, recommandation que nous avons publiée en juin dernier. Alors, nous sommes très nombreux, là, voilà, plus de 600 connectés. Je vous remercie pour votre présence. Cet après-midi, nous serons 4 intervenantes. Avec nous, 2 expertes, Elisabeth Blanchard-Freund, qui est cadre sage-femme retraitée, aidante et actuellement bénévole de l'Association française des aidants dans les Hauts-de-Seine. Elisabeth a été membre du groupe de travail qui a contribué à l'élaboration de la recommandation que nous allons vous présenter cet après-midi. Une autre experte, Laure Soulier-Vézine, elle aussi membre du groupe de travail, qui est chargée de projet aide aux aidants à l'ADAPI à Brive-la-Gaillarde. Et puis, côté Haute Autorité de Santé, il y aura Aileen Ayata, qui est chef de projet et qui a piloté les travaux autour de cette recommandation. Et moi-même, je suis Manuela Cheviot, chef du service recommandation ici à la Haute Autorité de Santé. Alors cet après-midi, notre webinaire sera consacré donc à la présentation de cette recommandation. On aura 2 temps. On aura un premier temps vraiment de présentation au cours duquel on va vous présenter les éléments de contexte, ce qui nous a amené à élaborer cette recommandation, la méthode que nous avons utilisée, les messages clés de la recommandation et puis les outils qui accompagnent cette reco. On fera aussi 2 focus. Un premier focus qui sera présenté par Elisabeth Blanchard-Freund autour de l'évaluation de la situation de l'aidant. Donc, comment on évalue cette situation, sur quels outils on peut s'appuyer. Et puis, on aura un deuxième focus où là, on va s'arrêter plus particulièrement sur un profil d'aidant, celui des jeunes aidants, comment les identifier, comment les repérer, comment les accompagner. Ce focus sera présenté par Laure Soulier-Vézine. Après ce temps de présentation, nous aurons un temps de questions-réponses. Et donc, à cet effet, dès maintenant, vous pouvez nous poser des questions en allant donc sur votre écran, en haut à droite, sur l'onglet questions. Vous nous posez vos questions et durant ce temps, nous ferons en sorte de répondre à un maximum de ces interrogations. Alors, je voudrais juste préciser que ce webinaire s'adresse donc aux professionnels qui sont concernés par l'accompagnement des aidants. Et donc, à ce titre, nous n'allons pas aborder, nous n'allons pas traiter les situations spécifiques et les cas individuels. Alors, démarrons tout de suite sur la présentation. Merci. Alors, les aidants, lorsqu'on parle des aidants, de qui parle-t-on, de qui s'agit-il? Alors, déjà, les aidants, ce ne sont ni les professionnels de santé, ni les professionnels de l'accompagnement. Ce qu'on sait aussi des aidants, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 9 millions d'aidants, ce qui concerne donc une grande partie de la population française, puisque c'est environ 1 Français sur 6. On sait aussi qu'il y a une diversité des profils. C'est vrai que jusqu'à présent, on a des représentations de ce que pourrait être un aidant. Vous verrez dans la présentation qui vous sera faite par la suite que véritablement, s'agissant des aidants, il y a vraiment une diversité des profils. Quelle est la nature de l'aide qui est apportée par ces aidants? Eh bien, là aussi, elle est plurielle. Ça peut être une aide dans les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire que l'aidant va, par exemple, aider son proche pour tout ce qui est soins d'hygiène, la toilette, l'aider à s'habiller, l'aider à se déplacer. Ça va être aussi une aide dans les démarches médicales, prendre les rendez-vous médicaux, accompagner le proche au cours de ces rendez-vous médicaux. Ça va être une aide dans les démarches administratives pour pouvoir, par exemple, compléter des dossiers administratifs, recueillir les pièces nécessaires. Et puis, ça va être aussi tout le soutien moral, tout l'accompagnement au quotidien que va apporter l'aidant auprès de son proche. Ce qu'on sait, c'est que justement, cette aide qui est apportée, elle est régulière, voilà, elle se fait vraiment quasiment quotidiennement. Et donc, elle représente une charge très lourde pour l'aidant, ce qui va avoir des conséquences sur la vie de l'aidant, vraiment ce qui va venir impacter sa vie en termes de fatigue, en termes d'épuisement. Il pourra y avoir un impact sur la santé de l'aidant, la santé physique, la santé psychologique de l'aidant. Et on sait aussi que cette situation d'aidant, quelquefois, ça peut être un facteur de risque, notamment par rapport à la maltraitance. Alors,
pourquoi nous avons, Haute Autorité de Santé, élaboré cette recommandation? Alors, il faut dire que nous avons une saisine de la Direction générale de la cohésion sociale qui souhaitait donc des recommandations de bonnes pratiques sur ce sujet avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'était déjà de pouvoir bien redéfinir ce qu'on appelait un aidant. Et tout à l'heure, dans la présentation, Aileen Ayata vous donnera, voilà, vous indiquera en tout cas dans la recommandation comment on a défini ces aidants, mais aussi ce qu'on entendait par répit, les composantes du répit et aussi les solutions de répit. Donc, vous allez retrouver ces éléments dans la recommandation. L'autre objectif aussi de cette recommandation, de ces recommandations, c'était de pouvoir apporter des repères, des pistes pour les professionnels afin de les aider eux-mêmes dans la mise en œuvre de solutions de répit. Alors, ce travail, il s'inscrit dans la stratégie nationale Agir pour les aidants 2020-2022 et il s'inscrit plus particulièrement dans la priorité numéro 4 qui vise à accroître et diversifier les solutions de répit. Je vais maintenant laisser la parole à Aileen Ayata qui va vous présenter effectivement la recommandation, ses objectifs, son périmètre, quelles méthodes nous avons utilisées pour l'élaborer, les grands messages clés et les outils qui accompagnent cette recommandation. Je te laisse la parole, Aileen. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour revenir très rapidement sur les objectifs des recommandations, donc comme l'a dit Manuela, ces recommandations répondent à une saisine qui vise à clarifier la notion de répit, pour savoir déjà de quoi on parle, en termes notamment de composantes et de modalités d'accès. Elle vise aussi à clarifier les notions d'aidants et d'aidants, tout simplement pour savoir qui est concerné par ces solutions de répit et dans quel contexte. Et évidemment, en tant que recommandation de bonnes pratiques professionnelles, elles fournissent également des repères, des outils aux professionnels mobilisés auprès des aidants pour leur permettre plusieurs choses. Déjà, de repérer et identifier les aidants. Ensuite, de comprendre la situation d'aidance dans sa globalité, afin d'évaluer leurs besoins et leurs attentes au regard de leur situation et de celle de leurs proches aidés, pour, au final, proposer un accompagnement adapté à la situation de chacun et le réadapter le cas échéant. Ce sont des objectifs qui, finalement, sont en cohérence avec les enjeux définis dans ces recommandations. Donc, enjeux qui concernent les aidants, les proches aidés, les professionnels impliqués, ainsi que les pouvoirs publics. Avant de continuer sur le périmètre des recommandations, je voulais juste faire un petit aparté à propos de la terminologie utilisée dans ces recommandations. On parle d'aidants tout court pour éviter de se limiter aux 2 catégories définies légalement, à savoir aidant familial et proche aidant. Donc, c'est indiqué dans le préambule des recommandations dans lequel vous trouvez des explications un peu plus poussées, mais je tenais à vous le dire pour que vous ne soyez pas étonnés du mot qu'on va utiliser tout au long de cette présentation. Donc, ce qui va me permettre d'enchaîner sur le périmètre des recommandations. Donc, le périmètre, on le définit déjà en termes de destinataire et de public cible. Donc, destinataire, c'est qui vise les professionnels qui vont mettre en œuvre ces recommandations et le public ciblé qui correspond aux personnes accompagnées par ces professionnels. Donc, comme l'a indiqué Manuela, cette question des aidants et du répit constitue un enjeu sociétal à travers les différents points qu'elle a pu vous présenter. Donc, ça concerne une pluralité d'acteurs, d'où des recommandations avec des destinataires beaucoup plus larges que les champs habituels que sont les champs social, médico-social et sanitaire. Donc, ces recommandations, elles s'adressent donc à tous les professionnels concernés et impliqués dans le repérage, l'évaluation et l'accompagnement des aidants. Donc, elles peuvent concerner aussi bien des professionnels de l'éducation nationale que des professionnels exerçant dans des fonctions de ressources humaines dans les entreprises. S'agissant des publics cibles, il s'agit des aidants, évidemment, et leurs proches aidés, et quelle que soit leur situation et quel que soit leur âge. Donc, pour élaborer ces recommandations, voilà, on a tout simplement appliqué la méthodologie qui est utilisée à l'EHAS à l'instar des autres productions, à savoir un appui sur le principe de la triple expertise. Donc, triple expertise scientifique,
professionnelle, expérientielle, à chaque étape du projet. C'est-à-dire qu'on s'appuie concrètement, ça veut dire qu'on s'appuie sur un socle de connaissances qui est constitué d'une synthèse rigoureuse de la littérature scientifique nationale et internationale, ainsi qu'un état des lieux des pratiques professionnelles et du recueil des savoirs des personnes concernées. Donc c'est un socle qui est élaboré donc, à travers des entretiens et de la recherche de littérature. Donc ce premier socle qui est élaboré, il est exploité et complété par un groupe d'experts qui élaborent les recommandations tout au long de réunions. Donc, on aboutit à une version de recommandation qui est amendée et révisée jusqu'à ce qu'elle soit soumise à un groupe de lecture qui lui-même relit et amende les recommandations avant leur validation finale par les instances de la HAS. Pour les recommandations répit des aidants, s'agissant de la composition du groupe de travail et du groupe de lecture, on était dans les deux cas dans des groupes composés, à visée pluridisciplinaire et plurielle. Alors, je vais m'attarder un peu sur le groupe de travail. J'insiste sur l'appellation pluridisciplinaire parce qu'elle correspond vraiment à la composition du groupe qui était composé de professionnels de différents horizons. Donc, aussi bien des professionnels des champs sanitaires, sociaux, médico-social, mais aussi de l'éducation nationale, de la MDPH, par exemple. La composition était vraiment très ouverte et elle était surtout en cohérence avec les destinataires des recommandations. Je vous ai parlé d'un groupe de travail pluriel parce que dans ce groupe de travail étaient également inclus des aidants, 4 aidants, qui ont partagé avec le reste du groupe leur expérience, leur ressenti, leur savoir expérientiel, en fait, qui ont permis aussi de nourrir ces recommandations et de les élaborer. Donc, la composition du groupe de lecture était à peu près équivalente. Et je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus, mais conformément au principe de transparence qui est appliqué à la HAS, vous trouverez la composition du groupe d'experts et du groupe de lecture à la fin des recommandations. Donc, vous y trouverez les noms ainsi que les fonctions de chacune des personnes qui a collaboré à ces recommandations. Et je profite de ce webinaire vraiment pour remercier très chaleureusement l'ensemble des experts et des relecteurs qui ont vraiment contribué à ces recommandations. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, les productions issues de ce travail, merci, donc, correspondent aux livrables qui s'affichent à l'écran. Donc, déjà, un document de recommandation qui comporte des ressources en annexe, des ressources juridiques portant sur les droits des aidants, des ressources relatives aux professionnels pouvant repérer et évaluer, mais aussi l'intégralité des témoignages des aidants. En fait, la force de cette recommandation, je m'attarde 2 petites secondes dessus, c'est d'avoir pu, grâce à ce regard pluriel, qu'on a pu élaborer des recommandations très concrètes qui, en plus, sont enrichies de la parole des personnes concernées, des aidants et des professionnels. Toute la recommandation est ponctuée d'illustrations très concrètes en lien, bien sûr, avec les recommandations thématiques. Ensuite, s'agissant des productions, on a aussi les points clés qui reprennent tout simplement les éléments importants de la recommandation. Et enfin, un outil qui consiste en une grille d'évaluation de la situation des aidants, ce qu'Elisabeth va nous présenter dans quelques instants. Et pour finir sur les livrables, l'argumentaire scientifique complète ces 3 livrables. L'argumentaire correspond à un document qui reprend tout le terreau scientifique dont je vous ai parlé et qui a été enrichi des avis du groupe de travail. On va pouvoir passer aux messages clés de ces recommandations. Donc, messages clés qui sont consacrés à plusieurs points. Déjà, des messages clés en lien avec l'approche qui a été retenue dans ces recommandations concernant le répit et les éléments permettant sa mise en œuvre. Donc, s'agissant du répit, on distingue le répit en tant qu'effet et le répit en tant que moyen ou solution, conformément à ce qu'on trouve dans la littérature scientifique. Avec le groupe de travail, finalement, il a été décidé de garder ces 2 approches parce que l'une ne va pas sans l'autre. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que le répit en tant que tel correspond à un accompagnement qui permet notamment à une personne de se reconnaître en tant qu'aidant, de faire une pause, de prendre de la distance par rapport à sa situation, de se ressourcer éventuellement. Mais ce répit-là, il est aussi associé à une solution de répit qui peut correspondre cette fois à plusieurs choses. Donc déjà, à une réponse aux besoins de l'aidant pour le soulager dans son contexte d'aidance actuelle,
afin, par exemple, de maintenir un lien social, de continuer à vivre normalement, de se maintenir dans l'emploi, ou même juste faire des courses. Voilà, ça peut être une solution de répit peut permettre cela. Et concrètement, il peut s'agir d'actions qui visent directement les aidants, comme si la personne veut partager son ressenti, participer à des groupes de parole, assister à des ateliers bien-être, partager son expérience entre aidants, une formation, voilà. Et si la solution de répit peut aussi correspondre à un moyen de prévenir toute dégradation de la situation, mais en lien avec de potentiels signes d'alerte. Oui, par exemple, un accompagnement qui peut se mettre en place auprès du proche aidé pour permettre à l'aidant aussi là de se dégager du temps, par exemple du relayage à domicile, du soutien scolaire, voilà, un séjour temporaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir des solutions de répit, c'est qu'elles correspondent vraiment à un ensemble de dispositifs et d'aménagements qui répondent aux besoins des aidants et qui ont la caractéristique d'être modulables, évolutifs et adaptés à chacune des situations. Donc, ce qui fait que les solutions de répit peuvent prendre plusieurs formes. Je vous en ai cité quelques exemples. Il peut s'agir d'intervention auprès du proche aidé, d'intervention auprès du binôme aidant-aidé, et elles sont généralement mises en œuvre par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des plateformes de répit et d'accompagnement, des associations locales, etc. Je m'attarde simplement sur 2 autres solutions de répit qui concernent cette fois 2 catégories d'aidants. Il existe des dispositifs pour les jeunes aidants étudiants en termes d'aménagement d'horaire. Il existe cette possibilité-là qui est mentionnée dans l'annexe juridique qui est à la fin des recommandations. Et il en est de même pour les aidants actifs pour lesquels certains dispositifs existent. Je vous renvoie vers les annexes. Maintenant qu'on a dit cela, qu'on sait de quoi on parle, se pose la question de la mise en œuvre. Comment fait-on ? Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, comment fait-on ? En fait, la réponse est dans la structuration des recommandations. Ces recommandations, elles reprennent l'idée d'une démarche opérationnelle selon une logique de parcours et d'intervention qui repose sur plusieurs points. Donc, on a déjà un repérage organisé et construit des personnes concernées, une évaluation écosystémique qui suppose la compréhension globale des situations, et enfin, un accompagnement individualisé. Toute cette mise en œuvre, elle sera possible en fait dès lors qu'on dispose d'un socle de connaissances qui va au-delà de certaines représentations à propos des situations d'aidants, à propos des profils d'aidants, de leurs ressentis. Donc ces éléments-là, ce dernier point sur le socle de connaissances est particulièrement développé dans la 4e partie des recommandations, même si des éléments ponctuent les 3 premiers chapitres. Donc, je tenais quand même à faire le lien avec la publication et vous aurez une déclinaison concrète du contenu des recommandations dans un instant grâce à Elisabeth et Laure. S'agissant donc de l'approche opérationnelle qui repose sur un repérage organisé et construit, cela suppose plusieurs choses. Déjà de connaître les situations d'aidants, donc qui concernent les situations de handicap et la perte d'autonomie, peuvent aussi concerner la fin de vie, la maladie chronique en lien avec le vieillissement du proche aidé, une situation de polypathologie, une situation en lien avec des troubles neurodéveloppementaux, des troubles psychiques, des problèmes d'addiction. Voilà, le panel de situations d'aidance est très très large et surtout pas exhaustif. Il faut aussi connaître, pour pouvoir repérer, qui repérer. Donc savoir qu'il existe différents profils d'aidants qui sont très variés, qui peuvent être de tout âge, comme Manuela l'a précisé en introduction. Laure vous en parlera mieux dans quelques instants. Et enfin savoir aussi se dire que les aidants évoluent dans tous les environnements de la société, dans toutes les strates. Ils ne se limitent pas juste au contexte sanitaire, médico-social ou social. On les retrouve partout, dans le monde du travail, dans la rue. Vous sortez, votre collègue peut être un aidant. Donc se pose à ce moment-là la question aussi de qui peut repérer. Une fois qu'on sait qui et quoi repérer, le repérage en fait peut être fait par le plus grand nombre d'acteurs, mais aussi l'entourage, la famille, les amis des aidants. On peut très bien tomber sur des signes, sur quelque chose qui interroge, qui peut être visible sans savoir qu'on est face à un aidant. Donc, rien que ce premier signe, cette première interrogation, ça peut susciter déjà plusieurs choses, un échange, une orientation vers des ressources locales, ne serait-ce qu'une petite discussion sur la question d'aidance et savoir comme ça, ce qui permet aussi de pouvoir
ensuite orienter, puis s'interroger peut-être un peu plus sur d'éventuels signes d'alerte, donc qui peuvent concerner, dans ce cas, si on a conscience qu'on est face à un aidant qui aide donc un proche aidé, il existe des signes d'alerte qui peuvent concerner aussi bien le proche aidé que son aidant, des signes de stress, de dégradation de santé, de tension aussi entre les deux. Tous ces signes-là peuvent susciter un minima, donc ce que je vous disais, de discuter, d'échanger, puis une orientation pouvant éventuellement aboutir à une évaluation de la situation de l'aidant. Je ne vais pas m'attarder sur l'évaluation puisqu'Elisabeth va vous en présenter les principes. Je vais juste continuer très rapidement sur l'accompagnement individualisé qui doit en fait s'appuyer sur les conclusions de l'évaluation afin de proposer des solutions et surtout de les co-construire avec l'aidant. C'est une phase durant laquelle les limites et les apports du répit peuvent être abordés avec l'aidant, juste pour qu'ils comprennent ce qui peut être envisagé. Et c'est une phase durant laquelle les solutions de répit proposées peuvent l'être parmi l'offre existante au sein du territoire. Je vous en ai cité quelques exemples en introduction de ce propos. Et tout cela, évidemment, ce repérage, cette évaluation, cet accompagnement repose donc non seulement sur un socle de connaissances dont je vous ai parlé, mais aussi sur une organisation institutionnelle qui porte et qui inscrit la question des aidants au niveau, vraiment au niveau de l'établissement, de la structure, au niveau vraiment institutionnel. Ainsi, pour les ESSMS, ça peut être une inscription dans le projet d'établissement suivi d'une répercussion dans les projets personnalisés des personnes, avec un volet aidant éventuellement. Pour les secteurs du milieu ordinaire, que sont l'éducation nationale, par exemple, ou le monde du travail, ça peut être la désignation de référents, d'actions dédiées à l'aidance. Ça peut ce sont des opérations de sensibilisation, une information qui peuvent être organisées sur les aidants, en s'appuyant sur les partenaires du territoire national, en sachant ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent offrir comme, j'allais dire comme prestation, mais comme service, en tout cas, et comme source d'information. C'est bientôt la journée nationale des aidants, le 6 octobre. Donc, à cette occasion, justement, des actions peuvent se mettre en place, des actions de sensibilisation qui peuvent porter sur le répit, sur les aidants, les situations d'aidance et l'information de ce qui existe sur le territoire. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aileen, pour ces éléments de présentation. Donc, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure sur le comment on fait. Eh bien, on va poursuivre la discussion avec Elisabeth sur comment on évalue la situation de l'aidant et quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer. Je vous laisse la parole, Elisabeth. Merci Manuela. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aidante depuis 15 ans, d'abord de mon mari que j'ai accompagné à domicile jusqu'à son décès il y a 3 ans et demi maintenant, puis dans la foulée de ma mère, aujourd'hui très âgée, en perte d'autonomie, qui vit dans une résidence senior proche de chez moi. Donc, au sens du Code de l'action sociale et des familles, je suis une proche aidante, par ailleurs bénévole et membre du conseil d'administration de l'Association française des aidants. Alors effectivement, il faut du temps pour se reconnaître comme aidant, pour admettre que les impacts sur notre vie personnelle. Et je n'ai pas échappé à ce constat. Cette acceptation progressive de la situation et des choses, elle caractérise vraiment le parcours d'aidance. Le repérage, effectivement, pourra souvent être le point de départ d'un accompagnement et l'aidant, ensuite, décidera de poursuivre ou non par une évaluation de sa situation. Alors, quels sont les principaux enjeux de l'évaluation du point de vue de l'aidant? Tout d'abord, ils consisteront dans le repérage et la prise de conscience de la situation et des répercussions sur la vie, donc les retentissements sur la vie quotidienne, sur la vie familiale, il ne faut pas du tout négliger les autres membres de la famille, sur les projets personnels également. Ils vont constituer aussi la gratification de la parole et la valorisation de l'expérience de l'aidant. Ça, c'est aussi très important. On parlait tout à l'heure des savoirs expérientiels et on sait combien, dans ces situations d'aidance, les aidants développent des compétences, des aptitudes particulières à l'endurance, à la persévérance, des capacités d'adaptation aussi. Enfin, ces enjeux vont viser la co-construction avec le professionnel des propositions de solutions de répit, voire de la solution la plus adaptée selon l'offre territoriale, selon les financements et les ressources financières du binôme.
Du point de vue du professionnel, les enjeux vont viser là la connaissance des caractéristiques de l'aide, des divers profils d'aidants, et on peut poser en fait 5 grandes catégories de profils. Les aidants actifs, les aidants vieillissants, les jeunes aidants, les aidants qui sont plus difficilement repérables, c'est-à-dire ceux qui échappent un peu au droit commun en général, au dispositif de droit commun, et puis les aidants en situation de multi-aidance, et ils sont relativement nombreux. Alors, chacun aura une typologie de besoins bien spécifique par rapport à son profil. En revanche, les signaux d'alerte seront relativement constants. Ce sont des signaux somatopsychiques, hein, dont on parlera un peu plus tard, et qui se passent à des moments clés dans le parcours d'aidant, c'est-à-dire au moment de l'aggravation de la pathologie de la personne aidée, au moment d'un changement dans la prise en charge de la personne. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être une entrée dans un établissement, par exemple. Alors, il s'agira également d'apprécier les situations, les risques de crise. Emmanuela, on a parlé tout à l'heure. Donc, ces risques de crise, ils interviennent vraiment dans des situations d'épuisement la plupart du temps, et quelquefois des situations à risque de maltraitance. Il s'agira dans ces enjeux de mettre en évidence des difficultés et des obstacles, mais aussi des forces et des ressources qui sont propres à l'aidant, hein. On sait que les aidants sont des gens en général proactifs, ingénieux, créatifs. Donc c'est important aussi de le mettre en avant. Et puis enfin, il va s'agir de la mise en œuvre d'une solution avec une temporalité qui sera adaptée bien sûr aux besoins de l'aidant et de l'aidé. Alors, du point de vue de la personne aidée, ces enjeux vont porter sur l'identification et l'analyse de ses propres besoins d'aide et sur la prise en compte des besoins de répit de l'aidant dans son projet personnalisé. Et du point de vue du binôme, eh bien, il s'agira d'identifier les ressources et les compétences, on en a déjà parlé, l'acceptation d'une aide extérieure, d'un répit partagé ou quelquefois d'un temps de séparation. Tout ça, bien sûr, dans la notion de bénéfice mutuel. Alors, quelles sont parallèlement, merci pour la slide suivante, les finalités de l'évaluation? Tout d'abord, de recueillir l'accompagnement ou le projet de répit idéal en fonction des besoins ressentis, des attentes, des valeurs, des préférences, bien sûr, et puis des demandes implicites, que sont par exemple le besoin de parler, donc le besoin d'écoute, le besoin de souffler, le besoin de prendre du recul. Ensuite, on va prioriser les situations au regard de la nécessité d'intervention et quelquefois d'urgence, mais face à la proposition réaliste de solutions. Et enfin, la finalité sera de faciliter le cheminement de l'aidant dans son parcours pour que, à l'issue de cette évaluation, la proposition soit non seulement comprise, mais si possible acceptée. Et dans ce cadre-là, l'accompagnement psychologique en parallèle peut être tout à fait intéressant. Je peux parler de mon expérience quelques instants. Moi, j'ai mis du temps à me reconnaître comme aidante. Et en fait, ce premier repérage, il a eu lieu à l'issue d'une hospitalisation de mon mari, quand l'équipe médicale dit maintenant, il va falloir que le SIAD vienne 7 jours sur 7. Bon. Et que vous vous appuyez sur le clic. Alors, le clic, jusque-là, je ne connaissais pas du tout. J'y suis allée. On m'a dit qu'on avait 5 rencontres possibles avec une psychologue. Donc, je me suis saisie de cette opportunité. Et c'est vrai que ce cheminement pendant donc 5 semaines avec l'appui d'une psychologue, donc un peu en décalé, en dehors de la maison, ça m'a vraiment permis de m'approprier en fait ces mesures qui étaient préconisées et de jalonner en fait les différentes étapes de la réorganisation familiale et aussi psychologique qui allait avec ces nouvelles mesures. Alors, il y a des prérequis à l'évaluation. Évidemment, le premier des prérequis, c'est d'avoir les connaissances nécessaires et suffisantes des situations d'aidance, des difficultés et des conséquences. Et il faut également connaître les principaux motifs de non-recours et les freins au répit. Alors, ils peuvent être liés d'abord à la mise en place de l'intervention par méconnaissance des droits, manque de visibilité de l'offre, surtout manque de solutions adaptées sur le territoire, aussi de par la complexité des démarches administratives, des difficultés d'accès numérique. Il y a encore des gens qui sont en zone blanche, il y a des gens qui n'ont pas la compétence de l'outil informatique. Et puis également des difficultés d'accessibilité géographique. Là, je parle du manque de transport. Le coût du reste à charge est un frein très puissant qu'il ne faut absolument pas minimiser non plus.
Par rapport à la personne, donc les principaux motifs de non-recours et de frein peuvent être la perception négative des dispositifs d'aide et d'accompagnement, notamment les dispositifs d'institutionnalisation. La crainte de ne pas pouvoir revenir en arrière, la représentation des devoirs, hein, on est aidant, c'est normal, c'est naturel, hein, et puis, avec cette idée-là, bien évidemment, le sentiment d'abandon, d'échec, de culpabilité, de conflit de loyauté, de crainte du jugement par rapport à des supposés signes de faiblesse, de renoncement, de désengagement, de désamour. Il y a également le refus de déléguer, qui va souvent avec un manque de confiance dans le dispositif et dans les personnels qui sont là pour apporter de l'aide, la peur de l'intrusion dans le domicile, voire la peur de la séparation. Alors, avoir à l'esprit également que l'évaluation, elle est progressive, qu'elle s'adapte à la temporalité de l'aidant et du proche aidé et qu'elle peut évoluer. On peut tout à fait se trouver au départ dans une situation d'évaluer un besoin d'aide ponctuel, programmé, par rapport à un aidant qui a besoin de temps pour lui, qui a besoin d'honorer des rendez-vous, peut-être d'anticiper une intervention chirurgicale. Et puis à un autre moment, le besoin va être plus fort, plus intense, parce que la situation de la personne aidée aura évolué dans le cadre de l'aggravation de la maladie, dans le cadre d'un changement d'organisation. Et donc, il va y avoir un impact sur la vie et la santé de l'aidant. Et puis, encore une fois, on peut aussi être en situation d'urgence absolue. Un aidant qui se trouve en situation lui-même de graves difficultés en santé et qui se trouve hospitalisé, ben là, il va falloir organiser très vite une évaluation et trouver des solutions adaptées pour l'aider. Cette évaluation, elle ne va pas aboutir systématiquement à une proposition de solution de répit. Et donc, il faudra rester vigilant et en alerte. On sait bien qu'il y a des annulations post-accord, hein, des aidants qui finalement reviennent sur le dispositif qui a été proposé. Et donc, il s'agira de renouer le dialogue, quelquefois de plusieurs entretiens pour reprendre la discussion où elle en était et aider l'aidant à cheminer dans ce travail et dans ces propositions. Donc, la relation de confiance, elle est vraiment indispensable. Évidemment, le cadre est important, il faudra le poser pour favoriser des conditions d'une libre expression de l'aidant. Plus l'aidant sera à l'aise, plus le professionnel pourra comprendre finement la situation. Donc, il s'agira d'un entretien convivial dans un lieu qui convient à l'aidant, au bon moment pour lui, avec un langage simple, une attitude bienveillante, en respectant son rythme et surtout sans jamais forcer ses décisions. Alors, on en vient maintenant aux modalités pratiques et à l'outil qui a été élaboré dans le cadre du groupe de travail, qui consiste dans cette grille d'évaluation que vous avez dans les recommandations globales. Alors, cette grille d'évaluation, c'est une aide à l'échange d'informations, à la compréhension et à l'évaluation d'une situation à un moment donné, et en vue de proposer des solutions qui se voudront souples, flexibles et modulaires. Et cette grille, elle est vraiment représentative de l'état d'esprit du groupe de travail et de son parti pris. C'est-à-dire qu'on a vraiment posé qu'on ne voulait pas s'enfermer dans des schémas types, dans des catalogues de dispositifs, dans des scores d'évaluation. On voulait quelque chose qui soit souple, là encore, un outil que l'utilisateur va pouvoir s'approprier. Vous aurez peut-être déjà remarqué qu'à la fin de la grille d'évaluation, il y a une feuille blanche pour des observations, pour des notes. Donc, c'est un outil qui n'est pas exhaustif en termes d'exemples de questions, mais c'est une aide, en fait. Donc, les principales thématiques sont abordées. À l'utilisateur maintenant de le compléter en fonction de ses propres besoins. Et surtout, j'attire vraiment l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de concurrence entre les outils qui sont à disposition des uns et des autres. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Concernant les modalités pratiques de l'évaluation, celle-ci est globale, écosystémique du point de vue des différentes composantes de vie de l'aidant et de l'aidé, et parfois pluridisciplinaire. On peut tout à fait se trouver dans la situation du médecin traitant qui va commencer une évaluation dans son cabinet,
par rapport à l'aidant qui vient avec une problématique de santé, mais qui va orienter vers l'assistante de service social de secteur pour compléter l'évaluation du point de vue des ressources et de l'accès aux droits, ou bien compter sur la coordinatrice de la plateforme de répit pour préciser plus finement le besoin justement en solution de répit. L'évaluation, elle va se faire par des questions ouvertes et semi-ouvertes, toujours en recentrant l'aidant sur ses propres besoins, et elle pourra s'enrichir d'éléments fournis par l'entourage. D'ailleurs, le proche aidé pourra aussi participer à cette évaluation, évidemment, dans le cadre d'un consentement mutuel aidant-aidé. Alors, ce consentement éclairé, il est évidemment indispensable et il est transversal à toute la procédure d'évaluation. Au terme du recueil d'informations, bien sûr, on va reformuler ce qui aura été compris, notamment pour bien déterminer à qui va profiter le répit. Et puis, on va faire les propositions d'accompagnement. Donc là, Éline le précisait tout à l'heure, ça peut être une proposition directement pour l'aidant à travers des activités ou des temps qui vont lui être proposés. Ça peut être une aide à l'aidant par une aide à l'aidé, c'est-à-dire tout un système de services itinérants à domicile qui vont dégager du temps à l'aidant et le soulager de la charge parce qu'ils vont venir en complément ou en substitution pour de l'aide, pour du soin, pour de la garde de nuit, par exemple. Ça peut être aussi des propositions d'accompagnement avec l'utilisation, le recours à des structures, donc accueil de jour, accueil de nuit, hébergement temporaire, ou bien des séjours de répit, des séjours vacances-répit, par exemple. Toutes les conclusions et les recommandations seront formalisées dans un document dédié qui sera remis à l'aidant. Et la transmission des informations et le partage se fera aux principaux partenaires avec l'accord de l'aidant, bien entendu. Dans certains cas, l'orientation pourra se faire à ce moment-là aussi et déjà vers des dispositifs d'accompagnement et de répit qui ont été choisis en assurant toujours une liaison. Alors, pour conclure, eh bien, vous voyez que rien n'est figé. L'évaluation de la situation d'aidance, elle pourra aboutir ou non à l'acceptation de la mise en œuvre d'une solution de répit. Parfois, elle va favoriser dans un premier temps la possibilité d'entrer dans une réflexion et le cheminement de l'aidant pour une réévaluation ultérieure. Et là, vraiment, le groupe de travail s'est vraiment mis d'accord sur le fait que, dans la mesure du possible, c'est vraiment bien que ce soit le même professionnel qui puisse être à la coordination et à l'accompagnement du parcours de l'aidant, parce qu'il va y avoir une relation de confiance qui se serait et parce que l'aidant a besoin de ces repères-là. Donc, pour finir, je dirais que dans une démarche prospective individuelle, les retours d'expérience et le suivi régulier vont permettre de valoriser les découvertes, les expériences qui auront été rendues possibles, la mise en évidence des bénéfices potentiels, quelquefois un ajustement du dispositif ou l'ouverture vers d'autres solutions à creuser. Au niveau collectif, cette dynamique impulsée devrait aussi contribuer à l'essor et au développement de solutions de répit adaptées, personnalisées et efficaces, ainsi qu'à l'harmonisation des pratiques professionnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce focus particulier sur l'étape de l'évaluation. Dans votre présentation, vous avez parlé de 5 profils d'aidants. Eh bien, avec Laure, nous allons voir plus particulièrement l'un de ces profils qui est les jeunes aidants, comment les repérer et comment les accompagner. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement chargée de projet aide aux aidants à l'ADAPI de la Corrèze et je suis également membre du conseil d'administration de l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble. Donc oui, les jeunes aidants, c'est un sujet qui a été longuement parlé dans ce groupe de travail lors des différentes rencontres et on a souhaité le mettre un peu plus en valeur parce que l'accompagnement, le repérage, l'évaluation et l'accompagnement peuvent ressembler, mais pas complètement, aux aidants adultes. Donc, on part d'une définition, celle du programme GED, du programme sur les jeunes aidants. Donc, les jeunes aidants sont des enfants, des adolescents qui apportent des soins, de l'assistance ou du soutien non rémunéré à un proche qui est en situation de handicap, une maladie chronique, un problème de santé ou tout autre problème de santé associé à un besoin de soins, de soutien ou de supervision. Donc, quand on nomme les jeunes aidants, ils ont moins de 18 ans. Entre 18 et 25 ans, on parle de jeunes adultes aidants. Alors, je sais que ça pose des questions. Est-ce qu'un enfant mineur peut être un jeune aidant ?
Aujourd'hui, on va en parler, pourquoi il va être si nécessaire de le regarder ainsi et par contre de ne pas l'enfermer dans ce titre de jeune aidant. Un jeune aidant reste un jeune avec une vie singulière, mais qui a sûrement besoin, pour beaucoup, d'un accompagnement, d'un soutien spécifique pour aussi arriver à grandir avec cette difficulté qui est venue s'immiscer dans cette vie, dans ce fonctionnement familial. Donc, les aides, vous les reconnaîtrez, on les a déjà nommées. Oui, les aides, elles vont être un peu semblables. Vers qui? Un parent, un frère, une sœur, un grand-parent. Donc, les mêmes personnes qu'on a pu nommer, mais ça peut être peut-être aussi une personne proche de la famille, suivant l'organisation de chacun. Les aides qui peuvent apporter une gestion au niveau du domicile et des tâches ménagères, gestion de la fratrie, une aide au frère, à la sœur, quand les parents sont moins disponibles, soit parce qu'eux sont malades ou parce qu'il faut s'occuper plus particulièrement d'un frère ou d'une sœur en situation de handicap ou malade. Un soutien dans les tâches administratives, certains types de handicap, comme pour les personnes non-voyantes ou avec des problèmes de surdité. Le jeune aidant peut être un traducteur, celui qui va accompagner à un moment donné son parent pour pouvoir faire les démarches administratives. Un soutien moral, je vais y revenir, et soins personnels et médicaux. Oui, l'enfant peut être un accompagnant du proche malade. Par rapport à ça, je pense qu'il est intéressant de se dire comment prendre en compte ces jeunes qui accompagnent leurs proches dans les services médicaux. Quelle information on peut leur donner? Parce que oui, au quotidien, ils sont là, ils vivent la maladie, ils vivent le handicap, ils se posent des questions et n'ont sûrement pas toujours les réponses apportées par le système qui pourraient les soulager, leur éviter de s'angoisser ou d'imaginer des choses qui ne sont pas tout à fait en lien avec la réalité. Je vous disais soutien moral. Oui, parce que le jeune aidant, il peut être là en soutien à l'aidant principal. Je prends l'exemple d'un duo, un couple, avec un des parents qui est malade et l'autre qui soutient. L'enfant peut venir soutenir l'aidant principal parce qu'il s'inquiète, parce qu'il a moins de temps. Et donc, l'enfant va être impacté par cette réorganisation familiale. Donc, le soutien moral apporte une charge mentale élevée. Et c'est peut-être cette charge mentale avec laquelle l'enfant part à l'école, lors de ses activités de loisirs quand il arrive à en avoir. Et donc, cette charge mentale, pour la faire diminuer, le jeune, il a besoin d'être soutenu, écouté dans des lieux spécifiques où les professionnels auront été formés à la compréhension de qui sont les jeunes aidants. Mais on y reviendra. Donc, pourquoi on parle des jeunes aidants? Parce que aussi des études sont faites maintenant en France depuis quelques années. GED a pris le parti de vouloir aller étudier s'il existait bien des jeunes aidants. Oui, on peut se dire, est-ce vraiment vrai? Regardez les premières études. Alors, je vais vite passer sur cette slide-là parce que vous retrouverez tous ces éléments sur l'argumentaire, mais aussi sur le site internet de GED qui détaille ces études. Mais quand même, sur quasiment 2000 collégiens, il y a plus de 12% de jeunes aidants et 30% de personnes confrontées. Alors, l'aidant, c'est sûrement pas la même quand on est juste confronté, mais un peu de charge mentale est sûrement présente. Pareil pour les lycéens, pareil pour les étudiants. Et vous voyez que plus l'enfant grandit, plus le taux s'élève. Alors, il y a des explications à ça, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller vérifier d'autres choses, voir sur Internet ces explications. Donc oui, pourquoi nommer ces jeunes des jeunes aidants? Parce que comme un aidant adulte, avoir la responsabilité, l'impact de la maladie dans son quotidien, sur sa construction identitaire, pose questions et crée des risques. Ces risques-là, ils sont sur la santé mentale et physique. Ces enfants-là, oui, peuvent être fatigués. Ils peuvent être dans des états de dépression. Ils peuvent avoir des troubles du sommeil, des troubles du comportement et des douleurs musculaires. Quand on soutient, quand on aide quelqu'un à un transfert, quand l'enfant est là pour aider à ça, on peut comprendre qu'à un moment donné, le physique peut le ressentir. Quand j'évoque tout ça, j'évoque pas que le jeune aidant est le seul aidant dans le système familial. Il connaît, il comprend, il vient en aide à. Il va être capable de faire des actes
qui correspondent à un aidant adulte ou un aidant professionnel, mais il ne peut pas rester seul. Parce que sinon, je suppose que certains professionnels derrière me diront « mais il n'est pas à la bonne place. C'est pas normal qu'un enfant soit à cette place-là. » Oui, mais certes, il ne peut pas avoir toute la responsabilité, mais il est quand même présent, il voit ce qui se passe et ça a un impact sur lui. Ça a un impact sur sa scolarité. Certains enfants, avec cette charge mentale qu'on a évoquée tout à l'heure, peuvent avoir des difficultés d'apprentissage, de concentration. Quand on va en cours et qu'on a laissé son parent avec un traitement de chimiothérapie, qu'on sait qu'il est malade, qu'on sait qu'il est faible, il reste difficile de se concentrer en cours. Quand on rentre chez soi, que son frère a des troubles du spectre de l'autisme, des troubles du comportement, et ben, pour faire ses devoirs, et ben, à côté, même si on est isolé dans une de ces chambres, et ben, ça peut être compliqué. Et puis, ben, l'orientation professionnelle, quand on sait qu'on a cette place-là, qu'on a une petite responsabilité qu'on s'attribue, est-ce qu'on s'autorise à partir au-delà de son territoire ou est-ce qu'on pense qu'il est nécessaire de choisir des études qui sont à proximité? Le loisir et vie sociale, les difficultés à participer aux activités extrascolaires, parce qu'on a l'impression, ce jeune aidant, il peut avoir l'impression que les parents n'ont pas le temps pour l'amener à une activité supplémentaire ou qu'ils ne vont pas rester à la cantine parce qu'ils vont aller vérifier. Ils ont besoin, parce qu'ils sont inquiets, d'aller rentrer à la maison pour voir si tout se passe bien. Heureusement, il n'y a pas que des effets négatifs, mais bon, aujourd'hui, si on parle des recommandations, c'est bien pour pointer ces risques, pour qu'on puisse mettre en place les accompagnements nécessaires et le répit nécessaire pour soulager. Moi, un des points positifs, malgré tout, que je veux citer, c'est souvent une forte maturité qui vient avec cette disparition de l'insouciance trop souvent trop jeune. Mais cette maturité, elle n'est pas si simple à appréhender. Quand on a 15 ans ou 17 ans et ou voire, j'ai envie de dire, même on peut descendre à 10 ans et qu'on est jeune aidant, et ben les préoccupations de ses copains, elles semblent tellement futiles par rapport à ses préoccupations à soi. Et donc, cette maturité, elle est là, mais le jeune, il peut avoir l'impression d'être en décalage. Et ce décalage-là, eh ben, c'est pour ça qu'il est nécessaire avec ces jeunes aidants de nommer qui ils sont, quelle place ils sont, pourquoi cette maturité est là et pourquoi ce décalage avec ses pairs existe. Ce n'est pas de leur faute, c'est la situation qui amène à ça. Donc, voilà. Donc oui, un aspect positif, mais il devient réellement positif quand il y a un accompagnement qui va avec. Donc, on revient au sommaire et je vais y arriver, au plan des recommandations avec les grandes étapes. Le groupe de travail a beaucoup réfléchi. Quand on a parlé répit, on a dit, mais attention, c'est quoi le répit? Donc, Aileen vous l'a bien décrit en vous montrant toutes les diversités de répit auxquelles on peut penser. Mais avant le répit, eh ben, s'il n'y a pas du repérage, s'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a pas de l'accompagnement, eh ben, il y aura très peu de répit. Donc, repérer. Repérer, alors vous allez me dire, bah, c'est simple, hein, avec les jeunes aidants, on va faire comme avec les aidants. Sauf que les jeunes aidants, ils ont des parents, et que si les parents ne reconnaissent pas leur enfant à cette place de jeunes aidants, eh ben, on va dire qu'il y a un double frein dans ce repérage, dans cette reconnaissance. Pour un enfant, il vit dans un fonctionnement familial, il n'a pas souvent de moyens de comparer avec l'autre exactement comment ça fonctionne. Donc, la question de la normalité qui est posée chez un aidant adulte, j'ai envie de dire, elle est encore plus présente chez un aidant enfant. C'est normal, je suis là à la place que je dois avoir, je l'occupe et je fais ce qu'il faut. Donc, d'où l'importance de sensibiliser vous, professionnels, le rôle que vous aurez, c'est qu'une fois que vous avez bien compris qui étaient les jeunes aidants, l'intérêt qu'il y a de les regarder avec leurs particularités, c'est d'aller sensibiliser tous les acteurs autour de vous. Tout le monde peut repérer un jeune aidant. Voilà, à partir de là, eh ben, ce repérage, il est essentiel. C'est dans le lien de confiance qui est créé avec la famille et avec l'enfant que ce repérage peut se faire. L'évaluation, ben, elle passe par l'écoute, par la connaissance, bien évidemment, je le répète depuis tout à l'heure, de qui sont ces jeunes aidants. Les écouter sans les juger, donc aussi aller vers des formations. L'évaluation, alors Elisabeth a pu présenter une grille qui est une base,
qui peut servir aussi aux jeunes aidants. Mais j'ai envie aussi de nommer l'outil Toolkit qui est en train de se mettre en place, qui est aussi développé par GED et le laboratoire psychopathologie de processus de santé de Paris-Cité, qui va permettre d'évaluer le niveau d'aide de ces enfants et de pouvoir mieux adapter l'accompagnement qui peut être proposé ensuite. L'accompagnement, je reprendrai le mot qui a été dit tout à l'heure, de la souplesse. C'est inévitable. Aujourd'hui, toute situation est particulière et donc on a besoin de dispositifs souples qui sont évolutifs, qui sont adaptables. Donc, je vais en citer quelques-uns qui sont des groupes de parole, des ateliers répit, des vacances répit, un festival, des journées de partage, des blogs. Tout ça ne sont que des exemples, mais pour qu'ils soient efficients, il faut les faire vivre. Donc, il faut des professionnels investis autour de ce sujet, qui ont envie de faire vivre, de créer du lien, de permettre à ces jeunes de se rencontrer entre eux. Parce qu'il est important qu'un autre jeune se rende compte que d'autres personnes, d'autres jeunes sont concernés comme eux. Ce sont des enfants qui restent dans le silence, qui restent dans l'ombre, qui s'effacent. Et il est souvent rare que lui-même, de sa propre démarche, arrive à dire « oui, je suis un jeune aidant ». Après, le mot jeune aidant, même si l'enfant ne se nomme pas jeune aidant, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Le tout, c'est que le professionnel sache qu'il peut être un jeune aidant avec les effets négatifs et qu'il puisse y avoir un accompagnement qui puisse être enclenché autour. Cette nomination arrivera bien plus tard. Pour finir, pour continuer ces illustrations, je voudrais vous présenter 3 situations. La situation de Mélissa, 8 ans. Comment s'est fait ce repérage? Elle a une sœur qui a 17 ans, qui est en service médico-social. Et donc, le repérage s'est fait au sein de cette structure par la diffusion des dispositifs existants sur le territoire, par la sensibilisation auprès des professionnels qui, en plus de discuter avec leur famille, vont s'intéresser à la présence de la fratrie dans cette famille et essayer de questionner quelle est la place de chacun dans ce fonctionnement-là. Après, il y a aussi dans le repérage, quand on parle d'un dispositif, il faut comprendre le dispositif pour que les personnes aient envie d'aller vers. Donc, ce repérage, il se fait avec tous ces éléments. Et puis, l'importance, on nomme l'importance du répit. L'évaluation, elle se fait avec un professionnel formé qui va prendre le temps d'aller rencontrer ses parents, de les déculpabiliser, parce que souvent, c'est le premier niveau. Je suis bien embêtée que mon enfant ait besoin d'un accompagnement. Il a déjà son frère, sa sœur, moi en tant que malade. Et en plus, je me rends compte que ça a un impact sur lui, il n'est pas bien. Donc, on aide à déculpabiliser, on ne juge pas. On échange avec cette famille, on crée un lien de confiance et on propose des solutions de répit. Dans cette situation, Mélissa, elle s'est saisie de vacances de répit et d'un groupe artistique aidant aider. Pourquoi je donne les recommandations de bonne pratique? Parce que cette grande sœur de 17 ans est en situation de polyhandicap. Et dans les RBPP du polyhandicap, la notion de fratrie et de jeunes aidants est nommée. Voilà pour cette situation. Deuxième situation, Louise, 17 ans. Le repérage s'est fait par une mesure sociale, par les éducateurs de cette mesure sociale, qui ont dit, attention, nous, on voit que cette jeune fille, elle a un autre besoin que juste les missions qui nous ont été données par le juge. On a besoin de s'appuyer sur une association qui maîtrise le sujet des jeunes aidants parce que oui, Louise, elle est confrontée à l'amputation d'une jambe de son papa, à une maladie très évolutive et importante qui ont amené au placement de sa maman il y a quelques mois. Donc, il y a une création de ce lien avec Louise via ses éducateurs. Ce dispositif sur les jeunes aidants, il est complémentaire à cette mesure sociale. Il permet à Louise de venir dans un groupe de parole, d'échanger sur sa situation et de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes concernées. Mais la deuxième étape dans cette situation, c'est qu'en fait, Louise, elle se rend compte qu'elle a un frère et une sœur qui sont jumeaux, qui ont 15 ans et qui, eux aussi, ont besoin de ce soutien-là. Parce que déjà, en un groupe de parole, elle a vu tout le bénéfice que ça avait sur elle. Donc, la démarche est d'aller sur l'évaluation. On revient sur l'étape d'évaluation et on va rencontrer ces 3 enfants au sein de la maison, du lieu familial, avec le papa. Et là, on voit émerger
un besoin de ces 3 enfants, un besoin de pouvoir parler ensemble parce qu'ils n'ont pas tous la même perception du lien à l'aide et de l'aide qu'ils apportent à leurs parents. Et de là s'ouvrent des vacances répit pour un des 2 jumeaux et un travail de médiation qui se met en route dans cet accompagnement. Troisième situation, la situation de Joël, 18 ans, qui a sa mère qui est malade, qui est en dialyse 3 fois par semaine. Ce jeune homme a très peu d'informations sur quelle est la maladie de sa maman. Sa maman n'arrive pas à nommer cette maladie, n'arrive pas à nommer les conséquences. Ce jeune homme vient régulièrement voir l'infirmière scolaire au niveau de l'éducation nationale. Et donc, c'est l'infirmière scolaire qui alerte et qui recherche un dispositif par rapport à ce rôle d'aidant qu'elle a repéré parce qu'elle a été sensibilisée en amont. L'évaluation, elle passe d'abord par un échange avec le jeune, cette reconnaissance nommée auprès de lui, le rôle qu'il a auprès de cette maman et l'impact que ça a. Premier message transmis, non, c'est normal, j'aide ma mère, c'est normal. Deuxième message transmis, ah oui, c'est dur, c'est dur. Effectivement, je suis fatiguée, j'ai peur, je ne sais pas ce dont souffre ma mère, c'est compliqué pour moi. Donc, et troisième difficulté, c'est que la maman ne veut pas être en lien avec ce dispositif pour les jeunes aidants. Il est majeur, on ne peut pas, mais ce sont des freins dans l'évaluation, mais surtout dans l'accompagnement. Donc, un lien beaucoup plus long à mettre en place et une participation à des activités de façon ponctuelle, mais pas d'engagement fort sur des dispositifs importants. Donc, dans cette situation, l'objectif premier est de maintenir le lien parce que ce jeune garçon est en souffrance, mais qu'il n'est pas encore prêt à franchir complètement le cap pour aller vers des solutions de répit. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laure, pour ces éléments qui nous ont permis de découvrir d'un peu plus près ce profil de jeune aidant. Alors, on va passer au moment des questions-réponses. Il nous reste une petite demi-heure pour ce moment. Donc, merci à toutes pour ces différentes présentations. Donc, nous avons effectivement recueilli pas mal de questions. Je vais commencer par une première question à laquelle je vais répondre moi-même parce qu'on nous a demandé pourquoi dans cette recommandation, il n'y a pas de partie ou un chapitre consacré à la pérédance, vu le sujet. Alors, en fait, ce choix, nous l'avons fait vraiment de manière tout à fait opportune puisque la Haute Autorité de Santé a décidé de travailler sur une recommandation de bonne pratique professionnelle sur la pérédance. Donc, une recommandation qui sera vraiment dédiée à la pérédance. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas consacré de chapitre dans cette recommandation sur le répit des aidants, puisque nous aurons une recommandation dédiée sur ce sujet. Nous avons lancé les travaux à la rentrée, là. Donc, voilà, une recommandation qui sera transversale, qui va concerner la pérédance sur les 3 secteurs, aussi bien le sanitaire que le social, que le médico-social. Voilà, pour répondre à cette question sur le lien avec la pérédance. Alors, s'agissant des autres questions, j'ai une première question pour toi, Aileen. Alors, elle n'est pas tout à fait en lien avec notre champ de compétences, nous, la Haute Autorité de Santé, mais peut-être que tu auras quelques éléments à apporter, quelques éléments de réponse en tout cas à apporter, autour de l'offre en termes de structure de répit. Donc, la personne qui a laissé cette question fait le constat que quelquefois, on peut se retrouver face à des besoins bien identifiés, bien repérés s'agissant de l'aidant. Le binôme aidant-aidé qui est prêt, qui accepte effectivement qu'une solution de répit soit mise en place, mais voilà, se retrouve face à l'absence de solution. Donc, dans ce cas de figure, que peut-on faire? Que peut-on proposer? Alors, je ne sais pas si nous avons la réponse directe, mais peut-être quelques éléments de réponse, en tout cas, sur l'offre en général, l'offre territoriale. Merci, Manuela, pour cette question. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, nous, en tant qu'HAS, on ne peut pas agir sur l'offre territoriale parce qu'on produit des recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui, en tant que telles, s'adressent au quotidien professionnel aux pratiques directement des professionnels concernés. On n'agit pas directement sur l'offre, malgré ce qu'on peut recommander. En revanche,
nos recommandations, surtout celles portant sur le répit des aidants, ont été lues et relues par des institutionnels tels que les ARS qui agissent directement sur l'offre et qui s'intéressent à la question du répit. Manuela et moi, on a tout récemment présenté ces recommandations aux référents ARS, référents répit dans le cadre de la stratégie nationale des aidants. Et ils ont été, pour la plupart en tout cas, la définition du répit retenue par la HAS et présentée telle qu'on l'a fait aujourd'hui leur a parlé et a permis, on l'espère, de semer quelques pistes de réflexion pour organiser cette offre territoriale. Donc voilà, je peux pas être, ce sont les éléments de réponse qu'on peut apporter aujourd'hui, mais en tout cas, ce contenu de ces recommandations-là, elles ont été également lues et appréciées par les financeurs de ces différentes solutions de répit. Tout à fait, merci. À cette occasion, on a pu voir aussi qu'ils développaient, voilà, donc de manière progressive, effectivement, des solutions de répit sur les territoires, mais ça a été aussi l'occasion de voir tout ce qui se développe actuellement et tout ce qui va se poursuivre. Donc voilà, normalement, cette offre devrait s'élargir. Merci beaucoup, Aileen, pour ces éléments. Alors, Elisabeth, moi, je vais m'adresser plus particulièrement à vous. On a une question. Alors là, on est plutôt sur la personne accompagnée. Comment peut-elle aider son aidant et comment peut-on travailler donc avec la personne accompagnée pour qu'elle puisse prendre en compte les limites de l'aidant. Donc, on a dit en termes de fatigue, d'épuisement, de surinvestissement. Donc, voilà, comment on peut faire ce travail avec la personne aidée vis-à-vis de son aidant? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, l'étape d'évaluation que vous avez présentée, est-ce que c'est le moment propice pour cela ou peut-être une autre étape? Alors, je crois que vous avez coupé votre micro, Elisabeth. Non. Ah, voilà, ça y est, on vous entend. C'est bon là? D'accord. C'est bon, on vous entend. Moi, je pense que dès le repérage, en fait, on peut travailler la question de la reconnaissance aussi du côté de la personne aidée. Vous savez, souvent dans ces situations-là, il y a comme un espèce de déni. Alors, pardon, c'est un terme psy, mais il y a quelque chose qui recouvre un petit peu tout ça. Et en fait, on ne se représente pas bien l'un pour l'autre ce qu'on est vraiment. Donc l'aidant, il a une place naturelle, et puis pour l'aider, bah, c'est pareil, c'est normal, c'est la vie, etc. Donc dès lors qu'il y a un repérage qui peut intervenir pour l'aidant, ça va automatiquement impacter l'aidé. Ça, c'est une évidence parce qu'il y a des choses qui vont se dire, il y a des comportements qui vont changer aussi. En plus, alors ça va dépendre bien évidemment aussi des situations de l'aidé. Si vous êtes dans le cadre d'une personne qui est atteinte de maladies neurodégénératives, les prises de conscience, elles ne vont pas être les mêmes que dans le cadre de personnes plus jeunes qui sont atteintes d'une maladie certes chronique, mais qui ont la capacité aussi de pouvoir participer à l'échange et prendre aussi sa part. Donc, toutes ces situations, elles sont diverses. Il y a autant de situations d'aidants qu'il y a d'aidants et d'aidés. Mais je pense que dès le repérage et évidemment dans l'évaluation, puisque cette évaluation, elle part de la place de l'aidant, effectivement, mais elle aborde la situation de l'aidé. Donc, ce sont des points qui vont pouvoir permettre de rebondir et de trouver de l'échange sur ces éléments-là. Après, comment l'aider peut aider l'aidant, tout dépend de sa situation, encore une fois. Simplement, le simple fait, quelquefois, de prendre conscience qu'effectivement, la personne qui aide est fatiguée. Je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui va vous solliciter toutes les 3 minutes. Est-ce que tu peux aller me chercher ça? Est-ce que tu peux… oui, mais là, je suis fatiguée. Est-ce que tu pourrais regrouper tes demandes? Vous voyez, ça ne veut pas dire des grands dispositifs et des usines à gaz. Quelquefois, c'est juste la prise de conscience de ce qui se passe pour l'un et pour l'autre, et puis essayer d'ajuster l'un par rapport à l'autre, sachant que dans bien des cas aussi, chacun essaie d'économiser l'autre, malgré tout. Merci, Elisabeth. Alors, j'ai une question pour vous, Laure.
comment on peut accompagner les aidants dans une démarche d'acceptation de besoins de répit? On l'a un tout petit peu évoqué déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait préciser, voilà, pour vraiment aider à cette acceptation? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est déjà que le professionnel accepte que ça peut être long et que malgré le besoin exprimé qui semble être d'un aidant presque épuisé, il est nécessaire de laisser l'aidant de poser l'ensemble de ses difficultés. Le premier problème évoqué n'est souvent pas le problème à résoudre, en fait. C'est celui qui est le plus facile à nommer et qui permettra à l'aidant d'aller vers un professionnel pour faire part de sa situation. Le fait aussi de penser que c'est l'aidant qui va avoir sa solution dans le sens où c'est lui qui va la choisir. Cette acceptation, elle ne peut que se faire si le professionnel présente l'ensemble des dispositifs avec les effets positifs et négatifs de chacun et qu'il laisse l'aidant cheminer. Vraiment, on peut parler du parcours de l'aidant. On parle maintenant du parcours de l'aidé, mais on parle du parcours de l'aidant. Il n'est pas simple d'être aidant, en fait. C'est pas au-delà de la normalité dont on parle, c'est la relation à l'autre qui se joue, c'est la question de la culpabilité, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre du temps pour moi alors que l'intérêt premier, il est porté sur la personne qui souffre, qui est malade, qui va vers une fin de vie. Donc, pour aller vers ça, il faut effectivement que cette écoute soit active et de se donner le temps. Et même si dans une première rencontre, on a l'impression que l'aidant repart sans solution, il est important de lui dire de se revoir pour continuer ce cheminement. Merci Laure. Donc, dans ce que vous dites, ça veut dire que quelque part, si on a un premier non, ça fait presque partie du processus et voilà, il faudra peut-être pour le professionnel attendre un peu et puis revenir dans un second temps. Donc peut-être pas s'arrêter à un non, mais prendre le temps de... Ou s'assurer que le oui est un vrai oui aussi. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Effectivement, oui. Très bien, merci beaucoup. Aileen, moi, je vais revenir, là, c'est une question qui revient pas mal sur, alors en début de ta présentation, hein, tu disais qu'effectivement, énormément d'acteurs, finalement, étaient concernés, notamment l'éducation nationale, et il y a pas mal de questions, justement, sur quel travail on peut faire avec l'éducation nationale, avec les infirmières scolaires, comment on peut informer les professionnels de l'éducation nationale, justement, pour qu'ils soient sensibilisés à cette question de l'aidant et du jeune aidant. Alors peut-être que Laure viendra compléter, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la question se pose notamment par rapport à l'éducation nationale. Comment les sensibiliser, comment travailler avec eux sur ce sujet? Alors, donc déjà, nous, dans notre groupe de travail, il y avait une professionnelle de l'éducation nationale qui a fortement participé à ces travaux et qui a permis aussi de partager les petites crispations, du moins les petits points de blocage. En fait, ce qui compte, c'est que déjà, on a l'appui de la stratégie nationale qui mentionne les jeunes aidants. Donc, on a un appui politique en termes d'action qui permet peut-être d'une prise de contact avec les établissements scolaires, universitaires, pour pouvoir évoquer cette question des aidants. Là, il n'y a pas, en termes d'environnement, l'établissement scolaire, que ce soit l'école primaire, le collège, le lycée, il n'y a pas plus concret que ça. Il y a peut-être quelque chose à faire avec les établissements, avec les dirigeants de ces établissements. Laure vous a présenté quelques enquêtes qui ont été notamment menées en partenariat avec des chefs d'établissement. On peut aussi s'appuyer sur ces enquêtes-là pour dire, regardez, cette question, elle fait l'objet d'un portage politique, d'un portage en termes d'action gouvernementale, elle a fait l'objet d'études en France. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas échanger avec vous, chef d'établissement ou regroupement de chefs d'établissement, pour vous présenter plus précisément la question des jeunes aidants, ce que ça implique, et ce qui permettrait aussi d'aider les enfants qui sont confrontés à des situations d'aidance, ce qui permettrait notamment
d'accompagner en douceur des enfants qui sont peut-être épuisés, qui arrivent en retard peut-être aussi tout simplement parce qu'ils doivent faire un petit détour par une pharmacie ou par un laboratoire pour déposer, aller récupérer un résultat d'analyse. Voilà, c'est vraiment se rapprocher. Je pense que la prise de contact est ce qu'il y a de plus efficace pour évoquer cette question en s'appuyant sur les données déjà existantes et notamment cette priorité de la question des jeunes aidants dans la stratégie nationale des aidants et bien sûr les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS. Laure, vous souhaitez compléter? Le micro est coupé, d'accord. Bon, on attend que vous puissiez le remettre, allez-y, tranquillement. Ça y est, merci. Ouais. Merci à la technique de m'avoir remis le micro. Oui, je voulais compléter parce que l'éducation nationale est quand même le lieu où sont les enfants. Donc, le lieu, normalement, où le repérage devait être important. Et l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, s'est engagée dans cette démarche avec le laboratoire psychopathologie et de processus de santé depuis déjà de nombreuses années. Ils ont formé des professionnels, ils ont fait une étude auprès des professionnels pour voir quel était le regard porté sur ces jeunes aidants et la connaissance. Et le colloque qui est organisé par JAD et le LPPS la semaine prochaine, jeudi 10, traitera de ce sujet avec un kit qui est en train d'être créé, qui est presque créé, qui va être développé pour pouvoir être dans la formation et la sensibilisation des jeunes aidants, pour que ce repérage soit beaucoup plus efficace et rapide dans les mois, j'espère, à venir. Merci Laure. Alors, Elisabeth, sur la question du repérage et notamment le rôle des médecins généralistes, je ne sais pas si vous pouvez nous dire si pour vous ils ont un rôle, les médecins généralistes, dans le repérage des aidants, et est-ce qu'ils vous semblent assez sensibilisés sur ce sujet ? En tout cas, s'ils ne le sont pas, j'espère qu'avec les recommandations de bonne pratique, là, ils vont l'être. Parce que effectivement, ce sont des acteurs majeurs. Que ce soit le médecin généraliste de la personne aidée, qui devrait avoir quand même un regard sur la personne aidante, ou que ce soit le médecin généraliste de la personne aidante elle-même. Alors, c'est vrai que les aidants, ils ont la particularité de ne pas se prendre bien en soin. Donc, en général, tous les rendez-vous médicaux, on les évite, on les reporte. Donc, ce n'est pas forcément le médecin généraliste de l'aidant qui va être en première ligne, mais par le biais de l'aider, là, il devrait y avoir une sensibilisation et plus que ça, un repérage et une orientation. Alors, après, ça va être la question du temps, la question de comment on fait quand on est déjà débordé en cabinet de consultation. Je pense que les temps de visite à domicile devraient être des bons moments de repérage aussi. Et il y a quand même encore heureusement des médecins qui se déplacent à la maison pour faire un point sur l'aspect aidant-aidé. Il y a quand même des visites longues qui sont maintenant possibles aussi, qui sont organisées. Donc, les moyens ils sont pas énormes, mais il faut vraiment se saisir de ce qui existe dans les dispositifs aujourd'hui, par la CPAM, pour essayer d'aller plus loin dans le repérage et dans l'orientation. Le médecin généraliste, il ne va pas tout faire, il ne va pas faire tout le cursus de la grille d'évaluation, mais il va se saisir d'une porte d'entrée pour ensuite orienter vers. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où ça va devenir intéressant parce qu'il va y avoir du partage d'informations entre différents acteurs. Et c'est ce qu'on veut, en fait. C'est de ça dont on a besoin. D'accord. Très bien. Je vais revenir sur les jeunes aidants parce qu'il y a aussi, il y a quand même pas mal de questions sur les jeunes aidants. Laure, est-ce qu'il existe des dispositifs, alors vous en avez cité quelques-uns, mais peut-être repréciser des dispositifs spécifiques pour les jeunes aidants, des dispositifs, des solutions de répit un peu spécifiques pour les jeunes aidants ou des plateformes de répit un peu spécifiques pour les jeunes aidants? Oui, non, ou au contraire, est-ce qu'on s'inscrit dans les dispositifs déjà existants? Alors, s'inscrire dans les dispositifs déjà existants, je pense que ça serait
un peu difficile dans le sens où on a bien, je pense que ma description a montré que quand même il fallait un accompagnement et des réponses particulières. Ce sont des enfants, donc on ne peut pas utiliser exactement les mêmes outils que pour des adultes. Des dispositifs, oui, il en existe. La Pause Brindille à Lyon est une association qui déploie des dispositifs mais je parlerai plus particulièrement de Jade, puisque je suis membre du conseil d'administration, qui va fêter cette année ses 10 ans des premiers ateliers répit, donc des ateliers pour les jeunes aidants. Ça fait 10 ans qu'ils proposent chaque année. Et cette association a fait le choix de déployer son modèle de dispositifs sur toute la France en s'appuyant sur des acteurs locaux pour qu'eux-mêmes puissent proposer des ateliers répit, donc artistiques, avec le média artistique au choix de chacun. Ils proposent aussi en parallèle des vacances répit une semaine pour 25 jeunes l'été. Et il y a Link Aidant qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps pour les jeunes adultes aidants, qui est un blog qui permet d'échanger entre eux. Donc aujourd'hui, il y a des personnes, des professionnels qui sont intéressés par ce sujet des jeunes aidants, il est possible de se rapprocher de cette association Jade. L'idée est de pouvoir avoir un représentant ou des ateliers répit par département. Ce serait l'idéal. Bon, c'est pas pour demain, mais ce serait l'idéal, effectivement, pour qu'il y ait des référents jeunes aidants, parce qu'on est sur un accompagnement particulier qui peut être adossé à un accompagnement des aidants, mais qui va être en lien vraiment avec les besoins des jeunes aidants. D'accord, très bien, merci. Aileen, je sais que dans les recommandations, à un moment dans le document, on a une liste un peu précise des professionnels qui réalisent les évaluations. Oui. On a une question autour de ça. Est-ce que tu pourrais repréciser peut-être la liste de ces professionnels? Je laisse peut-être… Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Alors. Ah, pardon. Non, super. Non. La liste des professionnels donc, qui peuvent procéder à l'évaluation et l'orientation figure en annexe des recommandations. Elle suit justement la liste des professionnels pouvant également procéder au repérage. Plus particulièrement, pour l'évaluation, en fait, vous trouverez des professionnels aussi bien dans les contextes sanitaires, sociaux et médico-sociaux, comme par exemple les médecins généralistes dont on vient de parler, les professionnels des services autonomie, des travailleurs sociaux aussi, entre autres, qui peuvent procéder à cette évaluation. On a aussi des professionnels d'un contexte du travail, notamment tout ce qui est en lien avec la médecine du travail. Ces personnes-là, ces professionnels-là peuvent évaluer et orienter en s'appuyant par exemple sur la grille qu'on a dans les recommandations. Dans le milieu universitaire, on va également retrouver les services de médecine universitaire, les assistants de services sociaux qui peuvent aussi procéder à cette évaluation. On les retrouve également dans le milieu scolaire et on dispose aussi de professionnels au niveau des dispositifs territoriaux. Donc, ce sont des professionnels qui peuvent être mobilisés. Donc, aussi bien évidemment les équipes d'évaluation APA, MDPH, que les professionnels travaillant dans les communautés 360. Je ne vous ai pas cité l'intégralité des professionnels qui peuvent procéder à cette évaluation. Vous la retrouverez à la fin des recommandations. En tout cas, le panel des professionnels est assez large et surtout assez spécifique au contexte dans lesquels les aidants sont repérés. Merci Aileen. Elisabeth, dans votre intervention, vous avez parlé de 5 profils d'aidants. Donc, vous avez cité les jeunes aidants, les aidants vieillissants, les aidants actifs, et on demande, et les 2 autres? Alors, les 2 autres, c'était la catégorie des aidants qui sont difficilement repérables, c'est-à-dire ceux qui échappent vraiment à tous les dispositifs de droit commun. Des gens qui ne travaillent pas, des gens pour qui aussi la situation de l'aider n'est pas encore très claire.
Pour autant, ils sont vraiment dans une situation d'aidance déjà depuis un moment, mais on n'a pas encore pu vraiment établir ce qui se passait et donc développer un plan d'action, si je puis dire. Donc voilà, ce sont des situations comme ça qui peuvent être un peu floues, des gens qui sont très isolés, par exemple aussi, qui n'ont pas recours parce qu'ils n'ont pas l'idée de faire des recours non plus pour leurs droits. Donc déjà, un aidant sur deux ne se reconnaît pas comme tel, mais alors en plus, quand on échappe au dispositif de droit commun, c'est encore plus compliqué. La dernière catégorie, c'était les aidants qui sont en situation de multi-aidance. C'est-à-dire une personne qui va aider un parent et un enfant, par exemple, ou qui va aider ses deux parents. Voilà, donc là aussi, et ça représente quand même pas loin de 40% de la population des aidants, donc c'est tout à fait significatif, et ça représente une typologie de besoins aussi à part. Merci. Alors là, j'ai une question à laquelle vous pourrez peut-être sans doute répondre toutes les deux, Laure et Elisabeth, toujours autour de ce binôme aidant-aidé. Là, on est plutôt dans la situation où l'aidant, lui, souhaite, voilà, est d'accord pour une solution de répit, mais l'aidé, lui, ne le veut pas. Voilà, il ne veut pas aller dans une structure, par exemple, pour quelques jours. Quels sont les arguments qu'on peut proposer pour que l'aidé accepte que l'aidant bénéficie d'un peu de répit? Je ne sais pas si c'est des situations dans lesquelles que vous avez pu rencontrer, mais est-ce que vous auriez des éléments, des arguments pour aider quand on est dans cette situation où l'un des deux membres ne souhaite pas que l'autre bénéficie d'une solution de répit? Tu veux commencer, Laure? Vas-y. Alors, c'est vrai que c'est compliqué et la situation de l'aidé qui ne veut pas aller en accueil de jour, par exemple, et encore moins en hébergement temporaire, on peut comprendre parce que ce sont des changements de repères et ça peut être assez compliqué par rapport à la situation a priori plus confortable chez eux. Je pense qu'il y a des arguments qui peuvent quand même au moins leur dire qu'il peut y avoir, et on espère qu'il y aura un bénéfice aussi pour eux, dans ce changement d'accompagnement. Parce que la qualité de vie peut aussi être transformée, le lien social peut aussi être différent, et en général, il y a du lien social dès lors qu'il y a un accueil de jour ou un hébergement temporaire. Alors bon, ça convient pas, mais ce changement un petit peu de point de vue, ce pas de côté-là, il peut être très bénéfique pour l'aider aussi. Alors après, il faut avoir les bons arguments, il faut souvent y revenir plusieurs fois, peut-être pouvoir avoir le témoignage de personnes qui ont vécu ça et pouvoir apporter aussi ces témoignages. Voilà, mais c'est plutôt dans ce sens-là, dire que c'est pas une punition, surtout pas. C'est d'abord quelque chose qui est essentiel pour l'aidant parce que voilà, de cela dépend aussi son équilibre à lui. Alors, bon, il faut savoir aussi que quelquefois, il y a des situations aidant-aidé qui sont complexes. Tout n'est pas rose non plus. Et il y a quelquefois malheureusement des règlements de compte qui se jouent dans ces situations-là, dont il faut avoir conscience aussi. Même si en général, on dit que les aidants, les aidants disent eux-mêmes que le lien à la personne aidée a été renforcé dans la situation d'aidance, il y a des cas où ce n'est pas le cas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser, qu'il faut vraiment faire du cas par cas, mais en expliquant le bienfait pour l'aidant et en même temps le bénéfice secondaire que l'aidé peut tirer aussi de ce changement d'organisation, on peut essayer petit à petit d'avoir une adhésion, quoi. Et pour l'aidant, alors c'est pareil, c'est pas forcément évident de penser à accompagner la personne aidée à l'extérieur. Donc c'est tout un travail aussi pareil d'explication, de conviction en fait. C'est la même chose, cette espèce de lien extrêmement serré, étroit. Il faut pouvoir un petit peu le distendre pour que chacun puisse respirer. Et là, l'accompagnement psychologique est tout à fait intéressant pour le coup.
Après, moi, je dirais peut-être que ce choix-là, il va dépendre de la santé de chacun et que peut-être que le choix, il faut qu'il soit pris par une personne extérieure. À un moment donné, que ça ne soit pas l'aidant qui prenne la décision de ce temps de répit. Mais avant d'en arriver à ce temps de répit, il faut pouvoir évaluer la situation, de savoir s'il y a des personnes qui viennent à domicile avant de penser à aller à l'extérieur. Est-ce que c'est déjà une démarche qui est faite ou c'est déjà compliqué? Donc peut-être commencer avec des tout petits objectifs. Même si l'objectif final, il est un accueil temporaire, peut-être que c'est d'abord se dire, est-ce qu'il y a des infirmières à domicile? S'il n'y en a pas, il faut peut-être s'autoriser à en avoir une fois par semaine. Je ne vous dis pas tous les jours parce que ça va trop perturber. Une aide à domicile pour un peu de ménage. Et puis, du coup, l'aidant va vivre réellement ce que ça va pouvoir ressentir, ce que ça lui apporte d'avoir des tout petits temps de répit pour pouvoir avoir lui aussi un autre argumentaire auprès de son aidé parce que le risque, c'est que quand l'aidé n'est pas prêt, c'est la culpabilité qui prend toute la place et du coup, il n'y a plus de place à la discussion parce que chacun est en difficulté dans la relation et dans ce choix à faire. Donc là, le fait de faire intervenir des tiers, et puis ça veut dire aussi que s'il y a des tiers, ça veut dire qu'il va y avoir un autre discours porté autour de cette idée de répit, avec un autre message que celui juste de l'aidant qui dit « j'en peux plus, moi j'en peux plus, il faut trouver une solution ». Voilà. Donc je pense que ça peut être aussi une solution. Très bien, merci. Aileen, là, on est sur une question un peu plus générale, mais c'est juste pour rappel, on l'a un tout petit peu évoqué. Qui sont les financeurs des solutions de répit? Tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais peut-être juste pour éclairer, parce que certaines personnes voilà, qui nous suivent ne savent pas tout à fait par qui sont financées les solutions de répit. Donc, peut-être citer 2-3 financeurs voilà, pour que les gens identifient un petit peu comment c'est soutenu. Le financeur principal, si je ne me trompe pas, surtout les ARS qui, à partir des financements alloués, peuvent justement contribuer à des solutions de répit mises en place sur le territoire. Donc, c'est vraiment le financeur principal pour les différentes solutions de répit. Après, s'agissant des autres financeurs, en fait, tout va dépendre aussi du statut du dispositif qui va prodiguer la solution de répit. Donc, on peut se retrouver avec des solutions qui vont être financées donc, par des fonds publics, des fonds départementaux, par des fonds territoriaux, voire peut-être par des fonds privés selon les solutions de répit envisagées. Voilà, je voudrais bien compléter en disant que ça reste quand même une vraie difficulté, en fait, encore aujourd'hui. On parle de répit, mais il n'y a pas de ligne budgétaire très claire sur chaque territoire. C'est assez disparate suivant les territoires. Et alors, les plateformes d'accompagnement et de répit, oui, mais elles ne répondent pas à tous les besoins. Et puis après, on a tous les systèmes de prévoyance, des caisses de la Girarco qui, quand même, sont des soutiens, même pour les jeunes aidants. Il va y avoir des mutuelles, mais on est sur un système privé. Au niveau public, notamment pour les jeunes aidants, il y a un manque. Donc, on espère que le plan Agir pour les aidants va aider à ça. Il y a le plan Agir pour les aidants, puis il y a aussi la définition que donnent ces recommandations du répit qui peuvent éventuellement permettre un déblocage justement de solutions de financement. Donc, on va suivre ce qu'il en est, on va voir ce qu'il en est à l'issue de ces recommandations. Mais en tout cas, voilà, il y a un espoir quelque part. Ah oui. Merci. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Peut-être sur la grille qui a été présentée, Aileen. Donc voilà, les personnes qui participent demandent où on retrouve cette grille. Donc si tu peux juste le repréciser. Oui, la grille présentée par Elisabeth, elle est disponible sur le site de la HAS. Je pense qu'on a dû vous mettre le lien, mais on vous le remettra dans le chat. C'est une grille qui a été publiée en même temps que les recommandations. Donc, l'objet est publié en plus des recommandations. On transmettra l'élément, le lien sans problème. Très bien, merci. Et Laure, vous avez aussi parlé d'une grille lors de votre intervention. Est-ce que vous pouvez redonner le nom de cette grille? C'est Toolkit.
C'est sur le programme GED. Après, ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. C'est déployé pour les porteurs de projets des ateliers artistiques répit labellisés par l'association JAD. Mais l'espoir, c'est d'avoir le financement pour pouvoir former dans un deuxième temps plus de professionnels. D'accord, merci. Là, je vais répondre à une question très générale qui est revenue aussi. Les participants voulaient savoir comment participer à nos groupes de travail, puisqu'effectivement, ils ont bien identifié qu'Elisabeth et Laure, vous étiez membres du groupe de travail qui a élaboré la recommandation. Au moment où effectivement nous lançons les travaux d'élaboration d'une recommandation, nous lançons dans le même temps un appel à candidature, généralement sur le site internet de la Haute Autorité de Santé ou quelquefois aussi sur LinkedIn, qui est un réseau sur lequel nous communiquons énormément. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez déposer votre candidature pour faire partie du groupe de travail. Donc, en fonction, on vous explique au moment du lancement de l'appel à candidature, le sujet sur lequel on travaille, la composition du groupe de travail, donc quels sont les autres experts, le profil des autres experts qui vont participer à ce groupe de travail. Et puis, on vous présente déjà un peu les grandes questions qui vont faire l'objet des discussions au cours de ces groupes de travail. Donc, voilà pour ceux qui voudraient participer avec nous sur des travaux à venir. Alors, je vais peut-être poser une toute dernière question. Oui, là, c'est général, Laure et Elisabeth. Est-ce que le fait d'être un professionnel de santé facilite le repérage auprès des aidants ou est-ce que tout professionnel, finalement… Moi, je dirais non. Enfin, pour la phase de repérage, quand on est sur de l'évaluation et de l'accompagnement, effectivement, professionnel formé. Mais sur le repérage, on est vraiment sur les personnes de confiance qui gravitent autour de l'aidant et de l'aider. Ce sont ces personnes qui peuvent repérer les aidants et les inciter à aller vers des dispositifs où le type d'aide pourra être évalué et ils pourront bénéficier d'un accompagnement pour aller vers du répit. Donc, en fait, on ne parle pas forcément de professionnels au sens où on parle de notre communauté là aujourd'hui. Toute personne peut être… L'idée, c'est de sensibiliser en fait le grand public. C'est pour ça que cette recommandation, elle a une cible tout à fait intéressante. Plus le grand public sera sensibilisé à ces questions-là et aux signes d'alerte, plus le repérage pourra être fait, démultiplié. Et donc, le premier temps, ça sera de l'information. Après, viendra un temps d'évaluation et d'accompagnement. Mais ce repérage, au départ, il peut être fait par tout le monde. Donc, il ne s'agit pas d'être spécialement professionnel et rodé à l'évaluation à ce moment-là. Le professionnel va former ou va informer pour que ce repérage puisse se faire par tout un chacun. En fait, c'est pour ça qu'on précise dans les recommandations que le repérage concerne, donc, comme vous l'avez dit, mesdames, aussi bien certains professionnels, enfin même toute la société, en fait, la pluralité est vraiment très, très large s'agissant des personnes. Et c'est pour ça que dans les recommandations, on parle de professionnels et personnes, parce que ça dépasse le champ professionnel, tout simplement, et que chacun est concerné par cette question. Très bien, je crois qu'on va conclure là-dessus. C'est ce qu'on avait dit au départ, que tout le monde est concerné par cette question et on finit là-dessus aussi en disant que tout le monde est concerné par cette question. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois pour vos interventions. Merci aux personnes qui ont participé à ce webinaire. Juste vous dire pour les participants que vous allez recevoir dans les jours à venir un mail qui vous permettra de revoir ce webinaire en replay. Donc, vous pourrez le revoir, vous pourrez le partager peut-être avec d'autres collègues, les gens de votre entourage, pour pouvoir effectivement sensibiliser le plus grand nombre pour cette question des aidants, du répit des aidants, et vous dire aussi que vous allez recevoir dans le même temps un questionnaire de satisfaction qui vous permettra de nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, afin que nous, Haute Autorité de Santé, nous puissions, chaque fois que nous vous proposons un webinaire, faire en sorte, un rendez-vous des bonnes pratiques, faire en sorte de l'améliorer. Merci encore à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.